On va débuter de ce pas. Si je commence par me présenter tout d'abord, Jean-Philippe Racine, on me demande souvent comment j'ai tombé en cybersécurité. En fait, c'est que il y a eu un événement marquant en 2001 au début de ma carrière. Il y a un soir, je rentrais du travail et je me suis aperçu que mon écran d'ordinateur était déjà allumé, la souris bougeait, les dossiers étaient en train d'ouvrir. Clairement, je m'étais fait pirater. Fait que c'est comme ça que je suis devenu obsédé en quelque sorte par la cybersécurité je suis resté apeuré par cette situation-là. Et là, j'ai voulu me spécialiser dans le domaine, faire des interventions concrètes et pas uniquement en informatique, mais en cybersécurité. J'ai fait des certifications et c'est comme ça qu'avec les années, je peux maintenant dire que j'agis parfois à titre de Superman des organisations. Et tout ça m'a amené à fonder l'entreprise Groupe CyberSWAT, qu'on existe maintenant depuis plus de 7 ans. Et vraiment, notre mission est de protéger l'humain à l'ère du numérique. Et pour ceux qui connaissent pas les certifications CISA, CSSP, vraiment, il y en a une, le CISA, c'est plus spécialisé pour l'audit des systèmes et des organisations en lien avec la sécurité. Et le CSSP est plus en lien avec les technologies comme telles, connaître bien les protocoles, le volet technique de la sécurité. Maintenant, je céderai la parole à Régis Desmeules qui va pouvoir se présenter à son tour. Oui, moi, je vais co-animer ce webinaire-là avec Jean-Philippe. Dans le fond, moi, je suis quelqu'un avec plusieurs chapeaux. Je suis un entrepreneur en série. J'ai déjà eu dans le passé des entreprises en cybersécurité. J'ai une grande expérience en TI. J'ai un chapeau aussi. Je suis Ange Investisseur. Je suis membre de Ange Québec, là, avec 220 autres investisseurs au Québec. J'ai moi-même fait des investissements dans plusieurs startups dans les 6 dernières années. J'ai un troisième chapeau de coach à Québec. J'aide les entrepreneurs là, qui prennent rendez-vous avec moi à faire l'ingénierie un peu de leur financement. Puis enfin, je suis auteur d'un livre là, qui a été publié l'année dernière pour aider les entrepreneurs avec leur premier financement. Voilà. On va donc commencer. Je vais parler de notre ordre du jour aujourd'hui. On va tout d'abord regarder. Je trouve ça important de faire un rappel. C'est quoi la vérification diligente là, pour vous, les startups? Puis comment on positionne la cybersécurité par rapport à cette étape-là? Ensuite, Jean-Philippe va prendre le micro, va passer à travers là, les bonnes pratiques de cybersécurité là, qui doivent être envisagées par les startups, par aussi les PME qui veulent améliorer la sécurité de leur entreprise. Puis enfin, on garde ça pour le dessert. On va vous parler là, des subventions qui peuvent vous aider à financer vos projets, vos objectifs de cybersécurité. Alors, sur ça, on va commencer tout de suite avec la vérification du genre. Si vous êtes un startup, vous êtes un entrepreneur de startup, vous devriez vous intéresser quand même au sujet de la cybersécurité dans le cadre de la vérification diligente, hein, parce que c'est une étape, vous allez certainement avoir des questions à répondre. Je pense qu'il faut que vous soyez prêt là, à cette éventualité-là. Euh, euh, Si on se place dans la position d'un investisseur, l'investisseur, avant de faire son investissement dans votre entreprise, que ce soit un investisseur professionnel ou même un indépendant autonome, ils vont se poser une foule de questions. Par exemple, ils vont se poser une question par rapport à votre startup. C'est quoi le niveau de risque que vous représentez pour son investissement? Si jamais il y avait un incident dans cette entreprise-là, est-ce que l'entreprise pourrait être à risque d'avoir, par exemple, des poursuites ou des problèmes? Dans votre domaine technologique, si vous êtes des technologies très avancées, est-ce que vous avez des enjeux de pénurie de personnel? Si jamais vous vous faites pirater, vous êtes mis hors service, est-ce que vous risquez de perdre
des contrats? Est-ce que vous risquez d'avoir un problème à votre réputation? Donc, dans le fond, tous ces éléments-là, là, il y a autant de questions qu'il peut y avoir d'investisseurs différents là, pour s'assurer que avant d'investir l'argent dans votre entreprise, ben, ces éléments-là sont clarifiés, sont regardés. L'aspect réglementation, c'est un autre auquel j'ai oublié de parler. Ben, dépendamment du domaine de l'industrie dans lequel vous êtes, ben, il peut s'appliquer certaines recommandations en technologie et dont plusieurs en cybersécurité. Donc, si vous ne les avez pas, ben, ça nuit à votre capacité d'aller chercher des marchés et de signer des clients. Page suivante, Jean-Philippe. OK. Également, la vérification diligente là, est un peu là pour faire pour casser un peu ce faux sentiment de sécurité-là que des fois pourrait avoir. Moi, j'ai jasé avec beaucoup de CEO de startups, tout ça, puis souvent, il y avait l'impression qu'il y avait une super bonne sécurité parce qu'ils disaient, ben, j'ai des gens, des bons développeurs, des bons informaticiens, puis ils me disent qu'ils suivent des bonnes pratiques de développement, etc., sécuritaire, etc. Donc, des fois, ça crée un faux sentiment de sécurité pour le CEO, pour les clients, pour les investisseurs, mais la sécurité, c'est beaucoup plus large que juste une facette. Le développement, c'est un ensemble de choses à regarder. Administrativement, y a-t-il des contrôles en place? Est-ce qu'il y en a technologiques et ainsi de suite. Page suivante. Si vous n'avez jamais fait de ronde de financement, ben normalement, là, c'est un processus, là, une ronde de financement. Vous êtes une start-up, vous avez développé votre produit, vous avez fait votre première ronde de financement. C'est un processus là, qui se déroule à peu près en 5 étapes. Là. Donc, il y a l'étape de la préparation, où est-ce que vous identifiez dans un pitch deck qu'est-ce que votre entreprise délivre comme produit, service, c'est quoi le problème qu'elle règle, etc. Vous avez à préparer des projections de chiffres pour vos objectifs financiers, etc. Ensuite, étape 2, vous rencontrez des investisseurs, vous leur présentez votre pitch deck, vous présentez votre entreprise, votre innovation, votre vision. Puis, si vous avez un beau dossier, un beau projet, vous trouvez les bons investisseurs, généralement, vous allez recevoir une lettre d'offre, okay, un term sheet, et assorti de conditions. Donc, ça, c'est une super belle étape, un super bel accomplissement, recevoir une term sheet. Ça veut dire qu'il y a un investisseur qui s'adresse à vous. Maintenant, entre la signature d'une term sheet, donc un intérêt d'investir dans votre entreprise, puis avoir le chèque 5, la clôture du financement, il y a une étape entre les deux qui s'appelle la vérification diligente. Et c'est celle-là qu'on va parler dans les prochaines minutes. Donc, les investisseurs, dans le fond, sont au fait que au niveau des startups, il y a quand même un gros risque d'échec avec les années. Là, on voit les statistiques ici que je suis allé chercher là, pour les États-Unis. Donc, écoutez, c'est une statistique américaine et pas canadienne ni québécoise. Hein, mais bon, ce que ça dit, c'est qu'après un an, il y en a à peu près un tiers qui tombe au combat. Après 2 ans, on est rendu à 30 %. Puis au bout de 10 ans, bien, il y en a 7 sur 10 qui disparaissent. OK? Donc, il y a des raisons à ça. Les raisons sont expliquées à droite. Donc, généralement, là, la numéro 1, c'est que la start-up n'a pas été capable de lever son capital. Elle n'a pas été capable de convaincre des investisseurs. Le numéro 2, c'est que la start-up a développé un produit, mais il y a un mauvais alignement avec le marché, il n'y a pas de marché pour ce produit-là. Ou le numéro 3, ben, arrivé au marché, il y a déjà trop de compétition et ça se fait complètement dépasser. Donc, vous voyez les exemples. Là. Remarquez qu'il n'y en a pas là-dedans où c'est écrit cybersécurité, parce que dans le fond, la cybersécurité est beaucoup plus englobée dans la partie technologie là, quand on regarde les vérifications du genre. Donc, c'est pour vous dire que les investisseurs, eux, ils veulent faire un investissement en s'assurant d'éviter le risque d'échec. Donc, ils vont poser beaucoup de questions. Tant que vous n'avez pas reçu de term sheet, puis vous présentez votre dossier à différents investisseurs, ce que vous montrez, c'est votre compagnie en surface. Okay? Les beaux côtés de votre compagnie, c'est sexy, on veut dominer la planète, on veut régler ce problème-là, on a la solution pour le faire, on a l'équipe, on a le bon plan. Une fois que vous avez reçu une term sheet puis qui est signée mutuellement avec votre investisseur, eh bien là, la vérification diligente va aller forer
je dirais, moi, dans la partie profonde, le 90% ici qui est représenté dans l'eau, là, vont aller forer là-dedans dans différents aspects. Euh, la vérification diligente, avant qu'elle se produise, soyez conscient que les investisseurs, ils savent très bien que vous êtes une petite entreprise, vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous avez des moyens humains, technologiques extrêmement limités, puis ils savent que vous avez réussi à développer quelque chose avec un effort minimal dans tout. Là, OK? Donc, ils ne peuvent pas s'attendre, les investisseurs, à trouver une solution qui est absolument parfaite. C'est absolument pas le cas. C'est plutôt, ils s'attendent à trouver quelque chose d'imparfait. Mais ce qu'ils veulent savoir, puis ça, c'est le point le plus important, c'est y a-t-il des faiblesses qui peuvent mettre à risque leur investissement? Si la réponse à ça, c'est oui et qu'elles sont découvertes, ben il faut que ces petites faiblesses-là soient discutées avec vous, les entrepreneurs, et que vous proposiez, dans le fond, des moyens de mitigation à ces investisseurs-là là, pour un peu là, diminuer les impacts de ces faiblesses-là. Donc, ces faiblesses-là, ben, sont validées dans la vérification diligente. Donc, je vous montre à l'instant un peu les grands domaines. Jean-Philippe, on va changer la page. Oui, celle-là ou tu parles la prochaine, excusez. OK. Moi, j'ai. Celle-là? C'est quoi le titre que tu vois? Oui, parfait. Celle-là ici. Super. Celle qui était la précédente là, avec les graphiques. Oui, parfait. Donc, au niveau de la vérification diligente, qu'est-ce que les investisseurs vont vérifier? Ils vont vérifier plusieurs choses. Ils vont avoir un aspect que moi j'appelle la vérification générale. Ils vont vérifier beaucoup de choses sur l'entreprise, ils vont vérifier des choses sur le plan d'affaires, le modèle d'affaires de l'entreprise. Et il va également y avoir des vérifications plus spécialisées et un emphase, surtout que dans le domaine des startups, il y a énormément de technologie. Une vérification spécialisée au niveau de la technologie, on va l'appeler la VDTI, qui est plus spécialisée. Il va y avoir de la vérification de conformité aussi en fonction de l'industrie. Tout ça aussi va être modulé en fonction de votre domaine. Si vous êtes une startup en FinTech, vous avez une conformité peut-être qui va s'adresser à ce domaine-là. Par exemple, vous êtes dans le domaine des cartes de crédit, peut-être avez-vous besoin d'être PCI DSS, là, la conformité pour l'industrie des cartes de crédit. Donc, la vérification diligente va s'ajuster à ces éléments-là selon le domaine que vous êtes. Au niveau de la vérification générale, les choses qui vont toujours être regardées, vous allez avoir votre cap table, votre situation financière, le contrat d'embauche de vous comme CEO avec les conditions qui sont dedans, les contrats importants avec les clients, avec votre bail, par exemple, ça va être regardé. Au niveau du modèle d'affaires, quelle est votre stratégie de monétisation? C'est quoi vos projections? La taille du marché que vous regardez? C'est quoi la propriété intellectuelle aussi que vous représentez? La compétition. Donc, c'est vraiment là, la vérification générale. Ça, tout le monde y passe. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Maintenant, au niveau de la vérification technologique, là, je suis allé un peu plus en détail ici. Là. Donc, on va s'intéresser plus à l'état du produit. Par exemple, y a-t-il des dépendances de tiers comme j'ai une solution en SaaS qui tourne sur Microsoft Azure? C'est un exemple de tiers. Microsoft Azure est un tiers dans ce cas-là. Au niveau de l'état souhaité selon le plan de la solution, c'est à cette étape-là que vous allez trouver des requis de cybersécurité. Donc, c'est quoi les contrôles que vous avez mis en place pour protéger les données, les secrets, les informations, les renseignements personnels sur vos clients, les contrôles techniques, administratifs, tous les processus. Donc, il y a quand même beaucoup de choses, même si c'est une ligne requis de sécurité, ça peut être, généralement, il y a un questionnaire là, qui peut représenter 20-30 questions là, au niveau des requis de sécurité. On va retrouver un peu de la sécurité aussi au niveau du plan TI, la capacité d'exécution. Votre maturité d'équipe de développement de vos processus. Puis enfin, la cybersécurité va se retrouver en conformité si vous êtes dans une industrie qui requiert de la conformité. Donc ici, je donne quelques exemples.
PCI DSS, j'en ai parlé tout à l'heure, l'industrie des cartes de crédit. Au niveau de la FDA, donc santé aux États-Unis, dans HIPAA, il y a une norme qu'il faut rencontrer qui dit ben, il faut respecter, par exemple, la déidentification des données quand on transfère les données entre point A et point B. Il peut y avoir des certifications aussi très générales comme SOC, ISO, NIST, mais ça se peut que ces certifications-là soient demandées par des clients de votre entreprise. Puis enfin, ben, il y a des lois. Tout à l'heure, Jean-Philippe va parler de quelques lois qui existent là, au Québec, au Canada, aux États-Unis, qui ont un lien avec la cybersécurité. Suivante. Donc, moi, je termine ma section ici avant de passer le micro. Donc, une fois que les risques sont bien identifiés dans un rapport, parce que l'investisseur va écrire un petit rapport. Il ne fait pas ça tout seul, il fait ça généralement en équipe. Ben, ils vont voir est-ce que les risques sont sous contrôle, les risques entreprises, les dirigeants, plans, technologie, propriété intellectuelle, conformité. Et si ça s'est rencontré, que vous avez, bon, que ça a soulevé des risques, mais que vous avez proposé des stratégies de mitigation à ces risques-là, ben là, ensuite, l'étape suivante, généralement, c'est que cette condition-là d'investissement de la term sheet va être levée, puis ça va vous ouvrir la voie pour le closing. Donc, ce qu'il faut retenir, là, c'est qu'avant peut-être d'avoir un investisseur sérieux qui va faire une VD chez vous, assurez-vous d'avoir mis en place les meilleures pratiques de cybersécurité que vous pouvez avoir. OK? Puis si jamais il y a des choses qui sont dispendieuses, ben c'est pas grave. Mettez budgétez ça dans votre demande de financement, dans la case cybersécurité, pour vraiment indiquer aux investisseurs, on le sait qu'on a besoin d'argent pour mettre plus de cybersécurité, ça va coûter tant de dollars. Quand on aura le financement, ben, on va investir cet argent-là pour améliorer la sécurité. Mais ce qui est important, c'est d'avoir un minimum quand même respectable. Donc, sur ce, Jean-Philippe, je te passe le micro pour la deuxième partie. C'est un bon point, Régis. Merci de me faire la passe. Mais ce que tu disais, de penser à le budgéter, parce que des fois, tu as peut-être vu ça, Régis, des gens qui lèvent des fonds, qui disent, bon, ben, je vais faire des emprunts, je vais aller chercher de l'argent d'investisseurs. Puis là, tu poses la question, OK, elle va servir à quoi cet argent-là? Puis qui n'ont pas la réponse, là. Fait que ça peut être, c'est une composante. J'ai l'impression que des fois, ça va être pour engager un vendeur, pour finaliser le développement suivant des commentaires clients. Mais le volet cybersécurité pourrait prendre une partie de ce volet. Ouais. Moi, dans tous les audits que j'ai faits, les VD que j'ai faits là, dans des startups, et j'en ai fait des dizaines et des dizaines dans les 10 dernières années, j'ai pratiquement toujours trouvé des choses en cybersécurité, mais je recommandais au CEO de se prévoir un budget. Des fois, c'était 10 000, 25 000, 50 000 pour améliorer ou patcher les trous qu'on voyait. Puis c'était très bien perçu, je te dirais, par les investisseurs. Parfait. Donc, maintenant, je vais commencer avec le volet des bonnes pratiques de cybersécurité pour start-up. Puis, je vais commencer avec des fausses croyances parce que ça a été, on parlait, Régis, là, justement, mentionnait, des fois, il y avait un faux sentiment de sécurité. Fait que je vais y aller, mais avec des éléments plus spécifiques. Ce qu'on pourrait entendre, là, c'est justement, on a délégué l'informatique à un fournisseur, c'est plus notre responsabilité. Ça, j'entends ça là, de la part de certaines startups. Fait que là, ils pensent, ben nous, on s'est dégagé de la responsabilité. Par contre, ce qu'il faut penser, c'est que ben si jamais un jour il arrive un événement, ben là, c'est à vous que ça va revenir. Là, ça va péter d'en face à votre entreprise puis à vos clients. Quelque chose d'autre aussi qu'on entend, c'est ben moi j'ai mis toutes mes données dans AWS chez Amazon ou chez Microsoft Azure. Fait que eux autres, ils ont plein de certifications, donc automatiquement toute ma plateforme est sécuritaire. Fait que là ici, c'est des fausses croyances. Ce qu'il va falloir distinguer, c'est vraiment la sécurité du fournisseur versus la configuration de sécurité de l'organisation ou du produit. Donc, si vous êtes chez Microsoft Azure,
oui, là, il va y avoir quand même un certain degré de confort sur est-ce que l'accès aux données physiques, l'accès physique aux données, est-ce qu'il est protégé? Ben, on sait que c'est dans des centres de données hautement sécuritaires. Par contre, si vous avez développé un software as a service, ben, ça aide aucunement à valider que le niveau de sécurité du code qui a été fait est adéquat. Fait que c'est là qu'il faut vraiment faire une distinction. Maintenant, une autre fausse croyance, j'entends souvent, on a mis un antivirus, on a mis un firewall, fait que il y a des alertes là-dedans, fait que si jamais il arrive quelque chose, ben c'est certain qu'on va être informé. Puis justement, vu qu'on n'a pas eu d'alerte dans le passé, ben c'est la preuve qu'il n'est jamais rien arrivé. Fait que ça, ben si vous avez ce discours-là avec un investisseur, s'il est moindrement justement connaissant cybersécurité, ça marchera pas cette réponse. Ici, j'ai une question pour vous, puis vous pouvez voir dans le chat, qu'est-ce que vous pensez que 9 mois, ça peut représenter dans le domaine de la cybersécurité? Je spécifie parce que là, bien sûr, 9 mois, il y en a qui pourraient penser que c'est le temps pour mettre au monde un enfant. Fait que si on regarde dans le chat, est-ce qu'il y en a qui oseraient dire à quoi qu'ils pensent par rapport à 9 mois? Ouais, il y en a qui commencent à répondre. Fait que je vais y aller. Donc, ouais, des millions, il y en a un qui dit des millions de tentatives d'attaque, des revenus. En fait, c'est le délai moyen pour identifier et neutraliser une violation de données. Fait que ce qu'il faut, il y a IBM là, qui a fait une étude puis qui ont regardé a posteriori quand il y a eu des incidents de sécurité dans des entreprises. Puis ça, c'était autant des grandes que des petites entreprises, puis c'était des entreprises un peu partout dans le monde. Ben, quand ils regardaient où qu'il y avait eu l'attaque initiale, ça datait de 9 mois, puis après ça, on l'a détecté peut-être 6 mois plus tard, puis ça a pris un autre 2-3 mois après ça pour régler la situation. Fait que c'est pas parce qu'il n'y a rien arrivé jusqu'à maintenant que vous n'êtes pas en ce moment la cible ou que vous avez pas été piraté. Après ça, une dernière fausse croyance qu'on peut entendre, c'est mes données sont vraiment pour un segment de marché qui est très spécialisé. Fait que oui, ça intéresse les investisseurs ou les clients, mais c'est pas des pirates. Donc, les vrais pirates, ceux qui justement essayent de rouler des scripts ou qui voudraient s'intéresser à nos données, c'est pas des données qui ont de la valeur pour eux autres. Fait que ça, c'est vraiment une fausse croyance. Pourquoi? Ben, c'est parce que sachez que sur le dark web, qui est vraiment le web caché, ben il y a vraiment des places de marché où les pirates vont s'échanger toutes sortes d'informations qui pourraient être des renseignements personnels, des renseignements de santé. Un peu pour appuyer ça, il y a même des chercheurs qui sont allés voir sur ces places de marché-là pour savoir combien valent les informations sur le dark web. Et ici, j'ai pris quelques exemples. Et peut-être une première question, combien vous pensez, vous pouvez répondre dans le chat, que ça coûte pour acheter un compte de banque en ligne avec au moins 2000 $? Et ça, c'est pour un prix unitaire, mais c'est sûr que quand je vais dévoiler les prix, faut avoir en tête que quand on achète des centaines de milliers de comptes, c'est un peu comme chez Costco, ça se pourrait qu'on aille un prix de volume. Donc, Jean-Philippe, ta question, c'est, mettons, moi, j'ai un compte de banque, j'ai moins de 2000 $, je me fais voler mon accès à mon compte de banque, là, puis quelqu'un vend ça, le pirate vend ça sur le dark web, là, si je pose la question. Exactement. Ça le sent combien, là? Hein? Mon nom avec mon compte de banque. Ouais, puis avec l'utilisateur mot de passe à ce moment-là. Fait que je vais y aller maintenant et on parle de 65 $. Fait que ça apparaît pas un gros montant, mais justement pour celui qui achète, c'est un très bon investissement, fait qu'il est tenté de vouloir payer ce montant-là. Pour ceux qui veulent revendre ça, s'il y avait des réseaux de robots qui ont piraté des ordinateurs, eux autres qui ont peut-être récupéré 100 000 dossiers en même temps, fait que ça fait un pas pire
Imago. Si on continue rapidement, quand on parle d'une carte de crédit, ça a une valeur d'environ 120 $. Des passeports, plutôt, ça dépend souvent du pays d'origine des gens, donc entre 100 et 3 800 $. C'est comme ça que ça se vend sur le dark web. Des listes de courriels, parce que oui, ça peut avoir une valeur, juste le nom, prénom avec un courriel. Donc, on peut acheter ça en lot pour 100 $. Et maintenant, sachez on n'est plus obligé d'être un spécialiste pirate avec plein de connaissances pour pouvoir justement aller chercher des informations. On peut acheter soi-même notre propre virus et infecter des ordinateurs pour 5 500 $. Fait que ça vous donne quand même une idée. Puis ça, là, sachez, il y a toutes sortes d'informations qui sont vendues. Puis on peut même demander des fois un échantillon pour tester la marchandise avant de faire l'achat. Justement, on parlait un peu de malware. Puis là, sachez que vous n'avez peut-être entendu parler, mais il y a les virus de type rançongiciel qui ont vraiment pris de l'ampleur dans les dernières années. Fait que soyez quand même vigilants par rapport à ça. Puis ça fait en sorte que ça bloque la plupart des organisations ou une grande partie de l'organisation plutôt quand elle est attaquée par un rançongiciel. Mais il y a de plus en plus de rançongiciels qui vont télécharger les données avant. Fait que ça pourrait autant affecter, oui, votre production que vous êtes plus capable d'opérer. Et en plus, vous allez vous faire menacer par les pirates. Comme quoi qui pourrait divulguer les informations si jamais vous payez pas la rançon. Donc ça, c'est quand même une menace en très grande expansion depuis quelques années. Maintenant, on va regarder des éléments de sécurité qui vont être sous différents angles. Puis, pourquoi je dis différents angles? Ça va être selon votre type de startup. On va regarder 3 types de startup. Un qui est plus en mode B2C, qu'on appelle business to customer. Donc, si vous faites affaire directement avec des citoyens, avec des clients, monsieur, madame, tout le monde. Après ça, on va regarder plus sur l'angle B2B, business to business. Donc, votre client principal et une autre entreprise. Et finalement, on va conclure avec le volet plus pharma parce qu'il y a des particularités sur soit une entreprise qui manipulerait des renseignements de santé ou bien qui fait de la recherche et développement pour le prochain vaccin de la COVID 2024. Non, je veux pas être prophète de malheur. Ben non. On va commencer par le volet B2C. Ici, pour illustrer, on a choisi une entreprise qui est bien connue au Québec là, et pour illustrer le point, qui est l'entreprise Bon Look, qui revend des lunettes et qui fait affaire avec le citoyen. On peut acheter directement nos lunettes et il y a des transactions, probablement un bon niveau de transaction qui a été en augmentation dans les dernières années. Là, ce qui arrive, c'est qu'il pourrait y avoir plusieurs transactions qui se font par carte de crédit. Et si c'est votre cas, si vous faites des transactions par carte de crédit, sachez que il y a des particularités. Vraiment, en termes de bonnes pratiques, on est mieux de faire affaire avec une plateforme tierce pour récupérer ces informations-là. Donc, il ne faut pas faire l'erreur de prendre soi-même les numéros de carte de crédit quand on va coder notre plateforme, puis après ça, faire des transactions par un autre moyen. Et là, plus qu'il va y avoir de numéros de carte de crédit, plus qu'il y a de chances que justement, on ait des besoins, des requis particuliers en lien avec la certification PCI DSS que Régis nous parlait tout à l'heure. Et ici, ayez en tête que probablement qu'en date d'aujourd'hui, si vous êtes une start-up, vous seriez plus comme ce qu'on appelle un niveau 4, là, qui est en bas de 20 000 transactions par année. Mais si on le pense plus loin, ayez en tête que la journée que vous commencez à scaler, il va falloir probablement aller chercher des niveaux de compliance ou de conformité plus élevés. Puis à ce moment-là, il y a quand même
plus de budget de cybersécurité qu'il faudra penser. Puis ça, pour ceux qui sont dans cette situation-là, vous pouvez chercher sur Google PCI DSS et sur le site de ce standard-là, ça sera possible de télécharger directement c'est quoi les requis de sécurité. C'est en libre accès, donc c'est quand même assez facile et généralement traduit là, dans plusieurs langues. Fait que de le trouver en français, en anglais, ça va être possible. Après ça, si on repense à une entreprise qui fait affaire directement avec le citoyen, comme ça, par du commerce électronique, par exemple, ben là, va arriver la notion de confidentialité des renseignements personnels. Un point clé, ça va être de bien comprendre qu'un renseignement personnel, selon les lois au Québec et partout dans le monde, c'est quand ça concerne une personne physique et que ça permet de l'identifier. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à partir du moment où on a un nom, prénom, puis un courriel, un nom, prénom, puis une adresse ou un numéro de téléphone, ça va déjà se qualifier comme un renseignement personnel et les lois que je vais parler prochainement, ben ça s'applique à ça immédiatement. Bien sûr, il va y avoir une certaine gradation dans la sensibilité de l'information des renseignements personnels, faisant en sorte que on pourrait être amené à mettre davantage de budget, mais il y a quand même des obligations minimales à avoir en tête. D'autres cas, si jamais c'est pas des transactions directement sur le site Internet, ça pourrait être des demandes. Si vous êtes, vous avez une entreprise qui fait le lien pour des demandes de financement, que vous avez un produit qui aide les magasins à faire des transactions, juste le fait d'avoir une infolette, là, ça tombe déjà dans la catégorie des renseignements personnels. Et à ne pas oublier, si jamais vous êtes plus une entreprise du côté B2C, B2B, excusez-moi, qu'on va parler tantôt, ben il y a quand même au moins les renseignements personnels de vos employés qui vont vous concerner et qui vont avoir un lien avec les lois suivantes. Donc, si jamais vous voulez faire de la business du côté des États-Unis, sachez qu'il y a des lois dans plusieurs États, dans la majorité des États américains. Ce qui devient un peu complexe, c'est que les lois peuvent différer dans chacun des États. Et un des États qui est le plus sévère, c'est la Californie, que ben dans plusieurs autres contextes là, ils sont quand même au devant des requis. Fait que ce que ça l'amène souvent ces lois-là, c'est une obligation de notifier les gens si jamais il y avait une fuite de données. Fait que là c'est pour ça qu'en amont on veut mettre beaucoup de cybersécurité pour éviter d'être dans la situation où on va devoir informer les gens, puis que là ben tout le monde on se fait prendre un peu comme les culottes à terre, puis là ben on doit rendre des comptes. Pour ceux qui seraient plus du côté de l'Europe, si vous faites des transactions avec des Européens, puis là, pour ça, il n'y a pas besoin d'avoir des bureaux en Europe pour être assujetti, ben il y a le RGPD qui s'applique depuis 2018. Puis là-dedans, il va y avoir diverses obligations sur le niveau de sécurité minimum, de prendre le temps de gérer ses risques en cybersécurité et ultimement, informer les gens si jamais il y avait une fuite de données. Et là, maintenant, au Québec, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai des obligations si jamais vous faites affaire uniquement avec des citoyens au Québec? La réponse, c'est oui. Il y a maintenant la loi 25 qui s'applique depuis le mois de septembre 2022. Il y a différentes obligations. Puis aujourd'hui, je ne suis pas un juriste, donc on est des spécialistes en sécurité habitués à dealer avec ça. Fait que je sais pas des avis juridiques, bien sûr, que je vous dis aujourd'hui, mais si on regarde les principales obligations qui viennent avec cette loi-là, on parle d'avoir de nommer quelqu'un qui est responsable de la protection des renseignements personnels. Si j'utilise l'acronyme PRP, ça va être pour la protection des renseignements personnels. Et également d'avoir une politique de confidentialité qui est affichée sur son site Internet. Plus spécifiquement, ce deuxième volet-là est à faire d'ici le mois de septembre prochain. Après ça,
ben on a en date d'aujourd'hui déjà l'obligation, si jamais il y avait une fuite de données, d'informer les personnes concernées par la fuite de données, ainsi que la commission d'accès à l'information. Il faut en plus tenir un registre des incidents de confidentialité qui pourraient survenir, qu'on aille informer ou pas les gens, parce que c'est en fait plus spécifiquement, c'est quand il y a un risque sérieux de vol d'identité, par exemple, là, ou d'impact sur les gens qu'on va devoir les informer. Fait que là, ben, le registre va pouvoir nous aider à documenter dans quel cas on a informé ou pas informé les gens. Après ça, ben, il faut penser à tout ce qu'on appelle, ben, ce qui est appelé dans la loi aussi, des évaluations des facteurs relatifs à la vie privée. Puis, ben, à chaque fois qu'il y a un nouveau projet informatique dans l'organisation, aussi, il y a des transferts d'informations en dehors du Québec. Puis là, avec le cloud, on sait très bien que dans bien des cas, on va être dans une situation où on transfère les données hors Québec. Ben, il faut prendre la peine d'évaluer c'est quoi les risques applicables à ça et ben, c'est quoi les mesures de sécurité qu'on va mettre avant même d'entrer en production. Et ben finalement, l'élément qu'il ne faudra pas oublier, puis c'est pour ça qu'on en parle beaucoup, c'est que dans cette loi-là, il y a des grosses pénalités. On parle de 20 jusqu'à 25 millions ou 4% du chiffre d'affaires de l'entreprise. C'est pour ça que dans l'actualité, là, depuis septembre dernier, ça l'occupe quand même pas mal de place. Jean-Philippe, donc, si un investisseur pose la question, tu connais-tu la loi 25? Puis, deuxième question, qu'est-ce que tu as mis en place pour satisfaire les exigences que tu n'es pas capable de répondre à ça? C'est pas une bonne nouvelle, hein? Exactement. Si tu manipules bien des renseignements personnels, là, fait que là, vous êtes au courant maintenant, vous allez pouvoir répondre oui, puis idéalement, vous êtes en train de travailler là-dessus. Puis du côté de CyberSoft, on est capable de faire de l'accompagnement pour justement aider à la conformité à la loi 25, s'assurer que vous avez tout ce qu'il faut d'un point de vue technologique. Puis bien sûr, là, si on tombe dans un peu plus concret, pour éviter d'avoir ou savoir qu'il est arrivé une fuite de données, bien sûr, il faut avoir une bonne journalisation puis des alertes dans nos systèmes. Pour ça, il faut l'avoir programmé. Ben, si vous utilisez une technologie de sécurité, normalement, les produits vont le fournir. Mais si vous avez développé un software as a service, ben, à ce moment-là, il faut avoir pensé à laisser des traces, qui s'est authentifié, à quel moment, quelle action, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a exporté de la donnée, etc. Fait qu'il faut penser à garder des traces dans vos systèmes, qui a fait quoi, à quel moment. Et bien sûr, le volet des antivirus, mais ici qu'on appelle de nouvelle génération, vont aider à arrêter certaines attaques et éviter qu'on se ramasse dans une situation où on va devoir alerter les gens. Maintenant, on tombe sur la deuxième partie de start-up, donc en mode B2B, business to business. Des cas d'utilisation possibles, dépendamment de votre modèle d'affaires, ben, où ce que vous allez vous faire challenger davantage sur la cybersécurité, c'est si vous traitez des données d'une grande entreprise. Vous êtes une start-up, vous voulez faire une expérimentation avec une grande entreprise de ce monde, ben, elle est plus avancée que vous en cybersécurité, puis ça se pourrait qu'il pose beaucoup de questions. On y reviendra. Après ça, ben, si la productivité de vos clients dépend de votre produit et service une fois qu'ils l'utilisent, puis que si justement si votre système est plus disponible ou qu'il y a un bris ou que vous êtes en gestion de crise suivant une fuite de données, ben là, ça a des impacts sur vos clients. Fait que si c'est un produit qui est intéressant, mais que la production dépend pas, vous allez peut-être moins vous faire challenger, mais plus qu'un lien direct avec la production des clients, vous allez vous faire challenger. Et après ça, ben, un autre cas d'usage, c'est si vous avez des dispositifs qui se branchent directement dans le réseau des clients. Là, les clients vont dire, OK, mais c'est du sécuritaire, ça. Puis j'ai un exemple dans quelques instants spécifiquement pour ce cas d'utilisation-là.
Quand on regarde à haut niveau ces trois thématiques-là, c'est dans la thématique qu'on appelle du risque de la chaîne d'approvisionnement. Ça mange quoi en hiver, hein, comme la dame nous indique. En fait, on a été habitué depuis la pandémie à entendre du risque d'approvisionnement plus en lien avec le transport. Les pièces qu'on a commandées, ça prend du temps à arriver. Mais maintenant, la cybersécurité, ben, votre entreprise peut tellement être imbriquée chez vos clients que justement, si votre startup a des problèmes, ben, ça vient que elle-même, les clients, ben, peuvent ne plus livrer en temps, peuvent avoir des impacts sur leurs partenaires à eux. Fait que c'est comme ça que, ben, ultimement, le domaine de la cybersécurité est devenu très prisé des clients quand il y a ce risque-là qui survient. Puis là, ben, ils vont, avant de signer un contrat, souvent, ils vont demander plein de questions, un long questionnaire. Plus que l'entreprise va être grosse, plus qu'il y a de chances que le questionnaire soit long. Puis là, ben, il faut être prêt à répondre à ça. Et ben, ce même type de questionnaire-là pourrait également vous arriver si vous êtes dans une revue diligente, par exemple. Puis c'est pas nécessaire, je vais amener quand même une subtilité, là, c'est Régis le disait tout à l'heure, dans une revue diligente, on sait que vous êtes une start-up, on s'attend pas nécessairement que dans ce questionnaire-là, on répond oui à tout. Mais l'objectif, de votre côté, ça va être d'au moins être capable de répondre quelque chose que vous comprenez que la réponse est non aujourd'hui, mais que vous avez un plan pour vous conformer éventuellement. Fait que de pouvoir répondre de cette manière-là, ça va permettre d'avoir plus de crédibilité. Régis, je sens que tu veux dire quelque chose. Oui, c'est ça. C'est que dans le fond, si on va avoir le temps de manger du dessert, Jean-Philippe, il te resterait 3-4 minutes là, pour passer à la dernière section. Ah ben, on a quand même 1 heure de réservé, Régis. Fait que je peux accélérer les choses, mais je calculais par rapport aux 60 minutes de l'heure du lunch. Donc, un exemple d'entreprise qui est en lien avec un peu le risque d'approvisionnement, qui installe des systèmes à l'intérieur justement des environnements clients. On pourrait penser à une entreprise québécoise comme Intelia. Là, ici, je vous montre un cas d'utilisation qui n'est pas directement lié à Intelia, mais qui est inspiré d'eux. Donc, on pourrait penser que cette entreprise-là, ben, elle a des serveurs chez un fournisseur qui pourrait être AWS ou Microsoft 365. Fait que ce qui va ressortir comme question de la part d'une entreprise, c'est ce centre de données-là, est-ce que c'est bien sécurisé? Fait que là, c'est certain que si c'est hébergé dans votre sous-sol, ça va lever des doutes, mais ça va lever moins de doutes, bien sûr, si c'est dans un environnement Microsoft 365 ou AWS. Puis là, ben, il faut se poser la question, comment qu'on y accède? Est-ce que il y a une authentification en 2 étapes? Est-ce que il y a du chiffrement des données qui sont là-bas? Fait qu'il y a toutes sortes de questions qui vont être posées. Après ça, ben si on pense à l'usine qui a son environnement, là, on installe des dispositifs de l'Internet des objets. Là, vous pourriez vous faire challenger sur ben c'est quoi la sécurité? Est-ce qu'il y a une authentification? Est-ce que c'est le même mot de passe pour chaque dispositif? Est-ce que le client peut changer ce mot de passe-là ou est-ce que vous changez ce mot de passe-là? Fait qu'il y a un ensemble de questions qui pourraient survenir. Après ça, ben, les dispositifs IoT vont vouloir communiquer avec le centre de données, qui serait votre plateforme SaaS, par exemple, que vous avez développée. Fait que là, il faut se poser des questions, ben, c'est quoi les protocoles qui sont utilisés? Une fois que les IoT se branchent dans la plateforme, dans l'hébergement web ou plutôt dans l'hébergement AWS, par exemple, ben comment qu'il reconnaît les dispositifs IoT? Est-ce que n'importe qui est capable d'aller faire des requêtes dans votre système dans le cloud ou pas? Fait que ça, c'est un autre aspect. Là, après ça, ben il y a tout le nouveau phénomène du 5G où ce que ça pose des questions. Ben le IoT est de manière permanente connecté à l'Internet, il passe à côté des coupe-feux de l'entreprise. Fait que là, en termes de gestion de ces dispositifs-là, bien sûr, ça va amener des questions. Après ça, le chef d'usine, lui, qui se branche au système, est-ce qu'on a pensé à faire en sorte qu'il y a des bonnes politiques de mots de passe? On a mis en place l'authentification en 2 étapes, etc. Ça, je reviendrai un peu plus loin.
Et là, ben, ça se pourrait aussi que du côté de votre entreprise, ben, vous avez besoin de gérer dans un premier temps la connexion vers les infrastructures. Vous pourriez faire poser des questions sur comment c'est sécurisé quand vous vous branchez là-bas, est-ce que les protocoles utilisés sont adéquats, et ben, ultimement, si vous vous connectez également dans l'environnement du client, ben là, c'est là où ce que il va y avoir beaucoup d'autres questions. Les situations qu'on va vouloir éviter, c'est que vous répondiez, que vous vous connectez avec un seul utilisateur mot de passe sur l'ensemble de vos clients, puis que votre client ne sera pas capable d'identifier qui de chez vous est allé se brancher pour gérer les équipements de IoT. Fait que ça, c'est un petit crash course 101 pour ceux qui ça serait plus ce modèle-là. Et là, ben, pour justement faire une planification de votre stratégie de sécurité, il y a deux manières de le faire. Ça pourrait être via la gestion des risques ou bien via la conformité qu'on avait commencé déjà à parler. Fait que si on est plus dans la conformité, on avait déjà parlé de PCI DSS, mais on y reviendra bientôt. Maintenant, pour la gestion des risques, le seul élément aujourd'hui que vous avez besoin de savoir, parce que ça se pourrait que vous vouliez pas aller chercher des certifications. Fait qu'à ce moment-là, pour sécuriser vos clients, va falloir avoir pris le temps d'évaluer c'est quoi la probabilité et l'impact de certains scénarios de risque. Donc, c'est quoi la probabilité que, justement, là, on est dans la thématique en mode B2B, que mes dispositifs IoT aient des impacts sur le reste de la production de mes clients. Puis là, c'est quoi l'impact si jamais ça survient? Puis qu'est-ce que je peux mettre en place ou qu'est-ce que j'ai déjà mis en place pour limiter ces impacts-là? Et c'est là qu'on va voir, est-ce qu'on doit mettre en place des mesures de sécurité supplémentaires? Fait que ça, maintenant, si on revient plus sur le volet conformité, on va parler de certaines certifications que vous pourriez entendre parler. Notamment, ISO 27001 ou encore ISO 27002 parce que les deux certifications sont liées ensemble. Ça pourra être utile beaucoup si vous voulez commercialiser à l'international, par exemple. Donc ça pourrait être une question que vous faites demander. Est-ce que vous avez l'intention d'aller chercher ce type de certification-là? Tandis que SOC 2 type 2, qui, elle, est plus connue du côté américain et nord-américain. Fait que si vous voulez commercialiser plus dans ces marchés-là, ça pourrait être une bonne certification à aller chercher éventuellement. Et pour ceux qui sont plus locales au Québec ou au Canada, un entre-deux, la raison pourquoi je dis un entre-deux, c'est que ça peut quand même demander un effort d'aller chercher des certifications. Cybersécurité Canada, lui, est plus simple et plus accessible à aller chercher. On a même vu certaines startups qui ont fait les médias dans les derniers mois parce qu'ils ont pris la peine d'aller chercher cette certification-là. Maintenant, brièvement pour le volet des pharma, ici un exemple de start-up qui utilise des renseignements de santé. C'est certain qu'il y a plusieurs cas, soit que on permet à des clients d'utiliser notre produit pour échanger des renseignements de santé, ou bien on pourrait être plus dans un contexte où il y a de la recherche et développement. Et là, on va y aller avec quelques éléments clés. Il pourrait, quand on parle de la santé comme telle, il peut avoir beaucoup de protection à mettre sur la propriété intellectuelle. Fait qu'on va bien gérer les accès et le chiffrement de la propriété intellectuelle parce que ça, si ça sort de votre startup, vous allez perdre de la valeur. Votre startup va perdre de la valeur. Après ça, l'accès et le chiffrement des renseignements personnels, ça, on en a parlé tantôt, mais il y a comme souvent des préoccupations supplémentaires quand on va parler des renseignements de santé. Fait que c'est un autre niveau de sensibilité. Et ça, Régis en avait glissé un mot, il y a beaucoup de besoin d'anonymiser les données parce que les chercheurs, par exemple, pourraient vouloir utiliser ces renseignements-là pour faire des découvertes. Puis là, il y a des attentions particulières qu'il va falloir faire avant de donner ces renseignements de santé-là aux chercheurs.
Et à avoir en tête, il y a des certifications plus spécifiques. Il y avait le IPA qui a été parlé préalablement, mais au Québec, sachez que si vous voulez pouvoir manipuler des renseignements de santé avec des hôpitaux, faire un produit avec avec tout ce qui est en lien avec le domaine de la santé, ben c'est souvent la certification TGV et à ne pas confondre avec le train à grande vitesse, là, mais c'est plutôt l'acronyme de la certification. Vous pouvez faire des recherches là-dessus. Vous allez tomber sur le site du ministère de la Santé qui explique quel est le processus pour aller chercher la certification en sécurité pour une app en santé. Maintenant, le volet, ce qui va arriver, il va y avoir, si on revient vers la vérification diligente, il va y avoir une analyse d'écart. Et là, il va falloir définir un plan dans le temps, arriver au niveau de sécurité souhaité. Et là, j'ai certains quick wins que vous pouvez déjà commencer à travailler pour diminuer les to-do que vous aurez à faire au moment d'une vérification diligente. Dans les to-do, vraiment un quick win, si vous commencez à faire de la sensibilisation et de l'hameçonnage, bien sûr, il y a un retour sur investissement incroyable, ça vient beaucoup améliorer la posture de sécurité. Si vous allez faire des investissements vers ça, pour une startup, vous pouvez vous attendre à environ 2000 $ par année à mettre en place pour ça, puis vous pouvez mettre ça dans votre budget si jamais vous pouvez pas faire l'achat immédiatement. Après ça, on en a déjà parlé, mais l'authentification en 2 étapes ou en 2 facteurs, de mettre ça partout dans vos environnements, dans l'environnement client, dans votre environnement d'administration. Ça, il n'y a peut-être pas un coût direct, mais c'est de prendre la peine d'activer ces fonctions-là dans les plateformes que vous utilisez. Après ça, il va venir assez rapidement la question, est-ce que vous avez fait des tests d'intrusion de votre plateforme, que ce soit les IoT ou le software as a service? Ça, les coûts peuvent varier beaucoup, mais si vous êtes en train de budgéter ça, vous pouvez vous attendre entre 5 et 10 000 $ pour faire un test d'intrusion. Si c'est en bas de ça, posez-vous la question si c'est vraiment un test d'intrusion. Et dans des plateformes plus complexes, ça pourrait aller un peu au-delà de 10 000 $. Mais ça vous donne quand même une idée. Après ça, ce qui va revenir souvent, c'est la continuité des affaires et avoir des backups immuables. Les backups immuables, ça va être des backups qui ne peuvent pas être effacés par les pirates qui vont lancer un rançongiciel, par exemple. Fait que ça, il y a des spécificités. Ça peut... les backups, les prix peuvent varier d'une technologie à l'autre, mais pour la continuité des affaires, vous pouvez vous attendre à investir 3 000 $ et plus pour bien définir un plan de continuité d'affaires. Après ça, on en a brièvement parlé auparavant, mais le volet des antivirus, surtout avec les technologies EDR, XDR, ça, on peut s'attendre pour des services plus de base à peut-être 10 $ par mois par utilisateur. Mais après ça, si vous avez besoin d'une surveillance 24/7 et tout ça, là, c'est sûr, il va y avoir un coût supplémentaire. Et finalement, un processus de gestion d'incidents, ça revient très souvent parce que ce que les clients veulent savoir ou ce que les gens de la vérification diligente vont vouloir savoir, c'est es-tu préparé si jamais il arrive un incident. Puis ça, on peut s'attendre si vous avez rien, là, vous partez de zéro, peut-être 5 000 $ et plus à budgéter pour vous préparer à ça. Et maintenant, on arrive au volet des subventions en cybersécurité. Régis, je commence à voir que tu avais raison parce que je vais maintenant te laisser la parole. Ne quittez pas. Le dernier 5 minutes va être intense, mais très intéressant pour vous autres. Donc, CyberSWAT, là, vous devez savoir, on va vous présenter 4 programmes qui sont extrêmement populaires chez nos clients. Nous, CyberSWAT, on a l'expérience d'avoir accompagné des dizaines et des dizaines de nos clients dans ces programmes-là. Donc, c'est intéressant, ça l'aide à financer votre sécurité, ça l'aide à faire budgéter votre sécurité. Premier programme, Jean-Philippe, le numéro 1, c'est à travers le CNRC Paris. Paris, c'est un gros programme, comme vous le savez. Vous pouvez, normalement, la porte d'entrée de Paris, là, c'est on demande l'aide d'un genre de service de consultation. Sachez que pour vous payez l'inscription de 250 $, puis eux autres s'occupent de vous trouver un spécialiste
qui va vous accompagner pour une durée de 25 heures. Puis ça, ben, vous pouvez généralement faire 2 demandes par année pour ça. Jean-Philippe, donne-nous, parmi les dossiers qu'on a fait pour les clients, 1 ou 2 exemples rapidement là, de ce qu'on a fait dans le cadre de cette 25 heures-là pour des clients. Oui, ça arrive régulièrement que nous, on va faire un diagnostic de sécurité juste pour que l'entreprise comprenne c'est quoi sa posture par rapport au marché. Des fois, il y en a qui vont avoir besoin d'accompagnement pour vraiment sécuriser leur plateforme. Fait qu'on va pouvoir leur donner des astuces là-dedans pour vraiment améliorer leur posture de sécurité. Parfait. Fait que nous, on sait comment les aider à remplir la demande. Hein? C'est ça pour le pari. Exactement. Le deuxième, programme Momentum à travers le mouvement des accélérateurs incubateurs du Québec. Donc, encore là, on peut aller chercher un coaching personnalisable et pour la cybersécurité, on peut aller jusqu'à même avec des gros montants jusqu'à 75 000. Ça dépend des besoins. Il y a aussi les programmes qui sont un petit peu bon, il y a plusieurs accélérateurs incubateurs au Québec. Ils n'ont pas tous un niveau de maturité égal là, pour ce programme-là, pour la cybersécurité. Jean-Philippe, encore une fois, un exemple là, de ce qu'on a pu faire avec des clients, nous autres, avec ce programme-là. Oui, ben, vu que le programme est plus conséquent, là, parce que c'est pas mal plus que 25 heures, là, souvent, on va plus être en mode aider à évaluer c'est quoi par rapport à une certification. Donc, c'est quoi votre posture de sécurité actuellement, puis vous aider à faire un plan puis des budgets pour la suite. Ça, c'est un cas typique, là, mais ça peut varier quand même pas mal. C'est bon. Troisième programme. Donc, le prompt, le programme PIC certification. Donc, ça, évidemment, ça prend un objectif de certification. L'objectif de certification est comme important. Si vous devez être certifié pour pouvoir vendre votre produit, votre solution, votre service dans un marché ou à des clients donnés. Donc, le programme peut vous aider quand même avec des montants considérables. Si vous avez une grosse une ou plusieurs certifications à aller chercher, donc, on applique sur le programme. Puis, voyez en bas, on a mis la liste là, de toutes les certifications en cybersécurité que le programme couvre. Donc, il y en a plusieurs. Il y en a presque une vingtaine là-dedans. Là. Jean-Philippe, encore une fois, un exemple peut-être dans une entreprise d'un domaine là, qu'on a pu aider. Là. Oui, dans ce cas-ci, on accompagne plusieurs entreprises là, qui sont en train d'appliquer dans ce programme-là, certaines qui sont sur le point de l'obtenir. Puis ce qui est vraiment intéressant là-dedans, c'est que, comme il est mentionné, c'est autant les efforts internes qu'externes. Fait que c'est ce qui distingue aussi. Puis vous n'avez pas besoin de déposer pour un projet de 700 000 non plus, là. Ouais. Mais il faut vraiment avoir en tête que il faut démontrer le besoin du marché d'aller chercher une certification. Ouais. On a une question de Manon en ligne, là, Manon Boisclair, que je crois bien connaître. Elle pose la question, si tu es déjà dans un programme de la main, puis que tu veux couvrir d'autres programmes, là, est-ce que c'est possible? Je croirais répondre que oui, c'est possible. Chaque programme a ses critères, il faut les rencontrer. Là. Donc, Jean-Philippe, t'en penses quoi, toi? Par rapport au programme main, si jamais tous les montants ont été déjà alloués, vous pourrez peut-être nous consulter, puis il y a des fois des possibilités de demander une extension de ce programme-là. Fait que, ou sinon de désattribuer certaines affaires si jamais il y avait des interventions que vous voulez plus faire, puis vous voulez prioriser la cybersécurité, mais à retenir, puis on peut souvent combiner avec différents programmes. C'est bon. Et enfin, le dernier programme, c'est directement en lien avec la loi 25. Donc, il y a des subventions. Donc, 3 niveaux de subvention. Là. Vous avez besoin d'un premier niveau, d'avoir une discussion avec un expert. Donc, pour 230 vous avez un expert loi 25 pendant 90 minutes. Pour 260 vous avez une formation pour vous ou quelques employés de votre entreprise. Sinon, le troisième niveau, pour 365 vous avez un 10 heures d'accompagnement. Donc ça, évidemment, il y a des formulaires, il y a des choses à remplir pour ce programme-là, les différents autres. Nous, CyberSwap, ce qu'on vous invite, c'est que si vous avez vraiment des besoins de cybersécurité, vous avez des budgets, contactez-nous. On va vous aider à sélectionner le ou les meilleurs programmes. On va vous aider à remplir les demandes. Nous, on sait comment écrire quoi écrire dans ces formulaires-là, mais on sait aussi quel genre de besoins sont admissibles aussi là, en cybersécurité pour ces programmes-là. Donc, on offre cette expertise-là, nous autres, à nos clients, là, dans le fond. Jean-Philippe?
D'autres choses à rajouter pour la fin? Je pense que ça conclut bien. Merci Régis d'avoir été là. Et ben j'espère que vous avez apprécié. Vous voyez maintenant à l'écran, il y a moyen, soit avec votre téléphone, vous pouvez scanner le code QR, réserver une rencontre avec nous pour approfondir le sujet. Si vous voulez avoir plus d'informations, justement, puis on pourra regarder avec vous si votre situation vous êtes admissible à telle ou telle subvention, puis voir ben, dans votre contexte, ce serait quoi les prochaines étapes de sécurité à mettre en place. Et pour ceux qui veulent le taper directement, ben, il y a l'URL au bas de l'écran.